Nous nous retrouvons pour finir le poli des exercices avec deux sujets d'examen. Donc le sujet 2014 de Polynésie, où on vous demande donc dans la question 5.1, donc ici, c'est le cas d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, et on vous demande de regarder le document 9 et dans un premier temps de bien décrire l'évolution des deux hormones FSH et LH avec un enfant tout à fait normal, donc c'est-à-dire le schéma ici de gauche. Donc effectivement c'est une simple question de cours, puisque vous savez bien sûr que l'ALH et la FSH sont donc sécrétés tout le long du cycle folliculaire et puis après au niveau du corps jaune, et qu'au 14e jour il y a donc une hausse, un pic surtout de LH et bien sûr de FSH provoquant l'ovulation. Donc ça c'est du cours, et en plus ils sont sympas, ils vous mettent en dessous, au cas où vous l'auriez oublié, à quoi sert la FSH, donc stimule la croissance, la maturation du follicule ovarien, donc c'est juste avant, et puis la LH et un petit peu la FSH pour déclencher la sortie donc de l'ovocyte qui sera le futur ovule. Donc voilà, donc ça c'est très simple, il suffit de dire qu'il y a une concentration et un pic au moment de l'ovulation du 14e jour. Voilà, donc ça c'est la question 5.1. Et dans la question 5.2, eh bien, on vous demande de mettre en relation les informations contenues dans le document 9 pour comprendre pourquoi le couple Arthuis est donc stérile. Donc à ce moment-là, vous regardez l'autre schéma qui est à côté, et qu'est-ce que on voit? Eh bien, que Madame Arthuis a donc une sécrétion déjà très basse, puisqu'elle doit être de 2 ou de 3 au lieu de 5, ici. Donc elle est déjà très basse, et ensuite il n'y a aucun pic. Voilà. Donc elle ne peut pas avoir d'ovulation, elle ne sécrète pas assez de LH et de FSH, donc le couple ne peut pas avoir d'enfant puisque Madame Arthuis ne peut pas ovuler. Voilà la réponse. Et la dernière question, on vous dit ici complétez l'annexe A suite à une information du médecin pour les maladies sexuellement transmissibles qu'on appelle les IST, et ça c'est ce qu'on va faire en pluri avec Madame Rodia donc prochainement. Donc vous voyez, les IST c'est des questions qui tombent de temps en temps. Donc là dans tout ce document on vous donne tous les renseignements pour remplir celui-là de document. Alors on va le remplir ensemble, enfin j'espère que vous l'avez fait. Alors la définition de la pathologie, c'est donc une infection virale. L'organe atteint, eh bien c'est le foie. L'agent pathogène responsable de la maladie, c'est un virus qui s'appelle le VHB. 3 modes de contamination. Alors il y en a plus de 3 dans le document, donc vous en choisissez 3. Alors il y a les rapports sexuels, il y a la seringue contaminée, il y a la greffe contaminée et il y a la transfusion sanguine contaminée. Donc vous en choisissez 3 et vous dites bien que le tout est véhiculé soit par le sang, par les salives ou par les sécrétions vaginales. Les populations à risque, on vous le dit à la fin du document. On vous dit que ce sont les personnels d'hôpitaux, de cliniques et de prévention, mais vous pouvez quand même rajouter que c'est les personnes aussi pouvant avoir beaucoup de relations sexuelles non protégées, des prostituées par exemple, ou autres. 4 conséquences immédiates ici de l'infection par le virus. Alors vous les avez toutes les 4, il y en a 4, 5, 6, il y en a 6 dans le document. Il y a la fatigue, la perte d'appétit, la douleur abdominale, les nausées, le vomissement et le syndrome grippal. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, donc vous avez largement de quoi mettre les 4 conséquences. Ensuite, 2 conséquences différées de l'infection. Différées, ça veut dire qui n'arrive pas tout de suite, qui va arriver avec le temps bien sûr. Alors là c'est pareil, vous en avez 3, donc on vous en demande 2. Eh bien il y avait la lésion du foie,
ensuite un risque de cirrhose et de cancer, et allant jusqu'à même la mortalité pour 1% des cas. Et les deux moyens possibles de prévention contre l'infection du virus, on vous en donne un dans le texte, deux, la deuxième est assez facile à comprendre. Là, donc dans le texte, on vous dit qu'il y a une vaccination, donc voilà, un moyen de prévention. Et le deuxième, c'est bien sûr avoir un peu du jote, hein, tout simplement, se protéger lors de rapports sexuels, hein, voilà, avec des préservatifs, de façon à ne pas être en contact avec les sécrétions vaginales. Voilà pour ce sujet-là. Le sujet d'entraînement 01. Alors c'est un sujet qui n'est pas tombé, mais qui a été donné tout au début des SAPAT, hein, tout simplement pour entraîner les élèves la première fois qu'il y a eu le bac dans cette forme-là. Donc on s'en sert, hein, bien sûr. Alors là c'était intéressant d'ailleurs, parce que c'était une personne qui souffrait donc d'une trop grosse sécrétion d'ADH avec un volume insuffisant d'urine, donc des problèmes rénaux. On vous demande de construire une courbe, donc mettant en abscisse le volume des culots et en ordonnée la fonction de concentration de la solution de chlorure. Donc je vous l'ai faite, la courbe, je ne sais pas si vous la voyez. Donc ici, on a le volume en culots, d'accord, ici. On a ici donc la concentration en sodium. Donc pour le tube numéro 1, on était à 0,15 de concentration et 500 hématies. Dans le tube numéro 2, on était à 540 pour 0,12. Et dans le tube numéro 3, on était à 255 à peu près pour 0,12. Non, 0,09. Donc juste un petit peu avant. Voilà. Donc ici, plus on va par là, plus il y a d'hématies, et plus on monte, plus la concentration en sodium est importante. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? Bon, de la construire, et ensuite dans la question 2.2, qui est donc là, on vous demande d'expliquer l'origine de la différence des culots entre le 1 et le 2. Donc ces deux-là, donc ils sont assez proches en concentration d'hématies, mais pourquoi le 2, en fin de compte, on a un petit peu plus que le 1? Alors, on va en profiter d'ailleurs pour expliquer aussi le tube numéro 3. Alors le tube numéro 1, tout simplement, vous voyez que la concentration en sodium est très très forte. Donc qu'est-ce qu'on sait? Que quand le sang a une concentration en sodium très très forte, que fait les globules rouges? Les globules rouges se retrouvent avec une concentration négative. Le sang étant beaucoup plus concentré, eh bien l'eau des globules rouges va donc sortir. Et les globules rouges vont donc se flétrir, vont se flétrir, vont devenir plus petits. Et donc la quantité va se retrouver un petit peu moindre. Pour le tube numéro 2, c'est le tube numéro 2, tout va bien. On a une bonne concentration de NaCl et du coup on a une bonne concentration d'hématies. Voilà, tout se passe bien, on est en isotonie, c'est-à-dire concentration égale entre le globule rouge et la concentration du sang. C'est dans le tube 3 que c'est intéressant, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas dit dans l'examen, enfin dans le sujet, parce que bon, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais là il n'y a pratiquement plus d'hématies, hein, on a donc sacrément baissé de moitié le nombre d'hématies, avec très très peu de NaCl. Alors là, juste pour le plaisir, les globules rouges ici se retrouvent plus concentrés que le sang qui lui est donc moins concentré, puisqu'on en a donné moins, donc d'NaCl. Du coup, l'eau rentre, elle va toujours du moins vers le plus, hein, donc l'eau rentre dans les hématies et les fait éclater. Voilà, donc du coup, il y en a beaucoup moins et le culot se retrouve donc beaucoup plus petit avec un nombre d'hématies beaucoup plus petite. Voilà pour les deux premières questions. Après, là, c'est des points faciles à avoir. On vous demande d'écrire la signification du cycle ADH, hein, donc on l'a vu en cours, antidiurétique hormone, c'est dans le sens
anglais, alors nous c'est hormones antidiurétiques, hein, donc voilà ce qu'il faut dire. Préciser son lieu de production, bon, j'espère que vous le savez, c'est bien sûr l'hypothalamus. Et d'ailleurs l'ADH est une neurohormone. Là on ne le demande pas, mais je vous le dis pour le plaisir. 2.4, on vous demande de citer 2 caractéristiques de la sécrétion endocrine. Ça veut dire tout simplement qu'est-ce qui est obligatoire quand on parle d'une sécrétion endocrine. Donc endocrine, ça veut dire donc sécrétion d'hormones. En fin de compte, il y en a 3, mais on vous en demande que 2. Donc pour qu'on appelle une sécrétion endocrine, c'est qu'elle doit sécréter donc une hormone, elle doit être réalisée dans un organe endocrine, et ensuite elle doit être libérée dans le sang. Il y en a 3, donc vous en choisissez 2. Voilà, plus un système endocrinien, donc on veut tout simplement vous faire dire que c'est tout simplement des sécrétions d'hormones, qu'elles sont véhiculées dans le sang. Voilà, donc ça c'est le plus important à dire. Et on termine par la question de 5, qui est intéressante. Alors on va voir le document. Oui, non, là, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée, il faut que je corrige. Donc vous avez ce document, vous voyez ce fameux néphron qu'on a étudié en classe, hein. Donc là vous avez vraiment un très très gros agrandi, où on vous montre ici, alors c'est du cours, hein, ils sont sympas, ils vous réexpliquent en fin de compte ce que fait un néphron. Donc la première ici en 1, c'est la filtration, c'est-à-dire qu'on enlève les déchets, les médicaments, les ions s'il y en a en trop, etc. Et ici en 2, on vous dit, voilà, le néphron qui est ici, le glomérule, eh bien, il va réabsorber quoi? On vous le dit ici, de l'eau, des ions, hein, donc on connaît hein, ce va-et-vient entre justement le néphron et le sang. Donc le 2 ici, et le 3, c'est la fabrication finale donc de l'urine. Et on vous dit gentiment ici que l'ADH agit au niveau numéro 2. Mais bon, vous savez bien sûr que l'ADH est une hormone antidiurétique, donc qui donne l'ordre au néphron donc de restituer l'eau et de le redonner au sang. Ici, donc de faire réabsorber l'eau au niveau rénal. Donc, à partir de là, ici, on vous pose une question. Pourquoi Madame Arthuis sécrète trop d'ADH et a donc par conséquent une petite quantité d'urine? Voilà, on vous demande d'expliquer ça. Eh bien, vous dites que dans le document 6, on voit que l'ADH agit au niveau de la réabsorption tubulaire, puisque là il y a le tubule, donc autant employer le bon mot. Elle donne l'ordre d'absorber l'eau de l'urine primitive, donc ce qu'ils appellent l'urine primitive, c'est la première urine, dont elle est en trop donc sécrétée, et l'eau sera absorbée en trop grande quantité, donc du coup, Madame Arthuis n'a pas beaucoup d'urine. En fait, quand elle sécrète trop d'ADH, donc elle réabsorbe trop d'eau, et du coup, elle a très peu d'urine. Donc ça, c'est pas bon du tout, hein, il faut qu'elle se fasse soigner. Donc c'est sympa, hein, ils vous ont mis le schéma et vous aviez juste donc à vous rappeler que l'ADH réabsorbait ici l'eau au niveau du sang, donc pour avoir donc dans ce cas-là peu d'urine. Donc voilà pour la fin de tous ces exercices et de ce chapitre.